Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. 11 morts et 29 blessés, bilan provisoire de l'accident survenu aujourd'hui sur la route reliant Casablanca à Rissani suite au renversement d'un autocar à cause des crues provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province ces derniers jours. Les jeunes et leur développement social toujours au centre des préoccupations de l'INDH. Nous suivrons un reportage au port de Sidi El où des vendeurs de poissons ont pu bénéficier d'un espace professionnel bien équipé pour exercer en toute légalité leur activité. Et nous vous proposerons également une escapade dans l'ancienne Médina de Salé, un lieu chargé d'histoire. Il raconte la richesse d'une ville millénaire, berceau des civilisations modernes. À la une de ce journal, donc, ce drame de la route qui a coûté la vie à 11 personnes selon un bilan encore provisoire, 29 autres blessés. L'accident est survenu aujourd'hui sur la route reliant Casablanca à Rissani, province d'Arachidia. Il a eu lieu suite au renversement d'un autocar au niveau du pont Oued d'Armchen à cause des crues provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province ces derniers jours. Les efforts se poursuivent afin de retrouver les disparus. Nordine Nafei et Iman Ablou pour le commentaire. Un terrain rocailleux, presque asséché. Difficile de croire que seulement quelques heures plus tôt, cet espace a été complètement envahi par des torrents d'eau au débit puissant. L'Oued Dremchen sort de son lit après des pluies diluviennes. Un paysage désolant qui a eu raison de l'autocar ici renversé aux premières heures de la matinée. Les secours ne tardent pas à arriver pour prêter assistance aux passagers. Certains ont exhalé leur dernier soupir, d'autres ont été blessés et d'autres encore sont portés disparus. Les services de la protection civile ont été informés vers 6 heures du matin du renversement d'un autocar qui assurait la liaison entre Casablanca et Rissani, remporté par les eaux de Oued Dremchen sur la route nationale numéro 13 et à 20 km d'Arachidia. Nos services ont accouru sur le site du drame, tout comme l'ensemble des services compétents et à leur tête le wali de la région. Depuis l'aube, une mobilisation tous azimuts face aux aléas du temps. D'importants moyens humains et logistiques sont au chevet des blessés et des rescapés. Pas de baisse de régime pour porter assistance à ceux qui ont été à bord. Ils ont échappé à la mort qui n'a malheureusement pas épargné leurs proches. À l'hôpital régional Moulay El-Chérif, les survivants racontent le récit macabre du drame. D'autres n'en ont pas les mots. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma mère et de ma sœur. On a pris l'autocar de Ouazen en direction d'Erfoud. Il pleuvait des cordes. Le conducteur du véhicule roulait vite. C'était effarant. J'ai perdu mon fils cadet, l'aîné est porté disparu et ma femme est en réanimation. L'attente est pénible, douloureuse. Ici, les récits se ressemblent. Ils sont si peu nombreux à pouvoir témoigner d'une si tragique fin de trajet. En un rien de temps, l'autocar commençait à être submergé par les eaux. On résistait comme on pouvait. Les issues de secours s'étaient brisées. C'est ainsi que j'ai pu m'échapper et sauver mon cousin avant que le véhicule ne glisse et tombe sur le bord de la route. 29 blessés ont été ici transférés. Parmi eux, un patient dont l'état est grave et qui bénéficie en ce moment de la prise en charge nécessaire. Il est placé en réanimation. 29 blessés, 11 morts, le bilan pourrait s'alourdir. Les recherches se poursuivent pour trouver les passagers encore portés disparus. En tout cas, la mobilisation ne faiblit pas, tout comme l'espoir des familles. Et on ne le dira jamais assez, roulez doucement et redoublez de vigilance si vous êtes au volant en ces temps pluvieux. La direction de la météorologie nationale annonce d'ailleurs ce soir et demain de fortes averses orageuses avec chute de grêle dans plusieurs provinces du royaume. L'alerte rouge concerne El Husseima, Driouech et Nador. Celle orange est donnée à Berken, Boulmen, Chefchaouen, Gersif, Jrada, Ouazen, Oujda, Sfro, Taounet, Taourir, Taza et Tétouan.
La météo, justement, ces caprices s'annoncent dévastatrices en Amérique du Nord. Après avoir dévasté les Bahamas et coûté la vie à 43 personnes, l'ouragan Dorian s'abat désormais sur l'est du Canada avec des vents violents, des pluies torrentielles et des vagues de près de 20 mètres. Le pays est fortement mobilisé afin d'y faire face. Environ 700 soldats ont été dépêchés dans les provinces à l'est canadien pour aider au rétablissement de l'électricité, au déblocage des routes et aux opérations de secours. Et décidément, Dame Nature ne décolère pas. Un violent typhon est attendu ce dimanche à Tokyo, au Japon. Les autorités l'attendent de pied ferme. Elles ont mis en garde les habitants contre des vents et des précipitations qui pourraient atteindre un niveau historique, avec des rafales de vent pouvant frôler les 220 km/h et des pluies d'un niveau record. Une trentaine de vols ont été cloués au sol aujourd'hui. La canicule fait également des morts. Cet été en France, la chaleur suffocante a coûté la vie à 1500 personnes supplémentaires comparativement à un été normal. Selon le ministère de la Santé, parmi les victimes, on retrouve des personnes âgées, mais également des dizaines de jeunes impactés dans le monde du travail, notamment le BTP, la restauration et l'agriculture. L'opposition appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette surmortalité. Ankara et Washington ont effectué aujourd'hui leur première patrouille conjointe dans le nord-est de la Syrie, une région censée se transformer en zone tampon en vertu d'un accord entre les deux pays. Mais les contours de cette zone de sécurité restent encore flous. D'autres opérations transfrontalières conjointes sont prévues dans les jours qui viennent, malgré le refus catégorique de Damas. Nouvelle claque pour le Premier ministre britannique. Cette démission, celle de la ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, qui se dit complètement en désaccord avec la stratégie de Boris Johnson sur l'épineux dossier du Brexit. C'est donc un nouveau coup dur pour le chef du gouvernement britannique qui n'a plus de majorité au Parlement et dont la stratégie sur la sortie de l'Union européenne a été court-circuitée par le Parlement. Malgré ce nouveau désaveu, Boris Johnson campe plus que jamais sur ses positions. Nous célébrons ce samedi 8 septembre la journée internationale de lutte contre l'analphabétisme. Le Royaume en a fait son cheval de bataille avec plusieurs réformes éducatives et des programmes spéciaux. Le Maroc aspire à éradiquer ce fléau qui entrave le développement humain. Il faut dire que de grandes avancées ont été réalisées. Les chiffres en témoignent d'ailleurs. En 2004, le taux d'analphabétisme a été réduit à 43% contre 31% en 2014. Les détails avec Mahmoud Abdessamih, le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Plus d'1 million inscrits cette année et l'année dernière. Comparativement avec les années antérieures, c'était entre 700 000 et 900 000, donc ça reste positif. Nous avons un taux de participation féminine très élevé, très important, c'est plus de 80%. Nous avons une contribution de la société civile pratiquement de 69%. Nous avons un effort important du ministère de Habous qui réalise chaque année plus de 250 000 bénéficiaires. Donc il y a quand même des résultats positifs. Et tout cela trouve sa référence dans le cadre de résultats des assises nationales qui ont été organisées sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et par la suite, les résultats de ces assises ont été couronnés dans le cadre de la feuille de route qui trace la stratégie globale de notre action et qui met en relief 3 axes stratégiques: la bonne gouvernance, la qualité des apprentissages et l'adéquation entre l'offre et la demande. Et tout cela dans un cadre participatif, dans un cadre de partenariat avec l'ensemble des acteurs. Parlons santé à présent avec la 4e édition des journées de gynécologie obstétrique. Ça se passe au CHU ou de Oujda avec la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux. Il est question de débattre des rôles, ou plutôt du rôle majeur des avancées technologiques dans diverses pratiques chirurgicales. C'est un reportage de Rachid Latsabi sur un commentaire de Mariam Elmissi.
C'est l'une des techniques qui ont révolutionné la gynécologie obstétrique. La laparoscopie a été mise en lumière lors des 4e rencontres médicales organisées ce week-end à Oujda. Utilisée à des fins diagnostiques ou opératoires, cette technique dite minimalement invasive est prisée pour ses résultats curatifs, détrônant la chirurgie classique. Pour les praticiens, c'est une avancée majeure à exploiter. Nous allons donc montrer à l'ensemble des résidents et des médecins les avancées de la technique laparoscopique, à la fois la chirurgie facile, bénigne, et à la fois la chirurgie la plus complexe. Et nous avons pour habitude de faire ces organisations chirurgicales au niveau des CHU. Et on remercie donc nos amis professeurs de nous inviter au sein de leur structure pour pouvoir montrer qu'au niveau du Maroc, la laparoscopie, en particulier dans le modèle gynécologique, est au niveau de ce qui se passe en Europe. La laparoscopie, mais aussi une panoplie de techniques ont été passées au crible dans le cadre de ces journées lors d'interventions chirurgicales transmises en temps réel devant une pléthore de médecins. En tant que médecin en formation, disposer d'équipements chirurgicaux à la pointe de la technologie représente un réel privilège. Cette journée vient apporter une valeur ajoutée pour notre formation, mais aussi une occasion de découvrir les techniques chirurgicales modernes en matière d'échographie. Appliquée dans le traitement des cas de cancer, la chirurgie mini-invasive permet une ablation de l'organe affecté via instrument robotique tout en minimisant la douleur post-opératoire. Pour les patients, le recours à cette technique avantageuse ouvre la voie vers la guérison. Cap sur la province de Barchid avec cette nouvelle initiative de l'INDH. Elle a bénéficié à de jeunes vendeurs de poissons qui opéraient complètement dans l'informel. Mais grâce à l'aide logistique et financière de l'INDH, ils sont désormais sédentarisés dans un espace professionnel bien équipé et partagé équitablement au port de Sidi El Hal. Et les affaires semblent bien démarrer. Amil Hinnaoui et Mounia Marouche. Un petit port de pêche où il fait bon de consommer du poisson frais. Les clients en raffolent et ils sont nombreux à apprécier les fameuses grillades. Et pour répondre à une demande plus exigeante, ces marins-pêcheurs disposent désormais d'un nouveau local. Un espace équipé où ils peuvent stocker, vendre, griller et cuisiner des plats à base de poissons. Grâce à ce local équipé de réfrigérateurs, le poisson restera frais sans que sa qualité ne soit altérée. Nous avons longtemps travaillé d'une manière anarchique. Aujourd'hui, nos produits sont de qualité, car comme vous savez, le poisson frais trouve toujours preneur. Cette poissonnerie est conforme aux standards internationaux en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Cette réalisation est susceptible de promouvoir le secteur de la pêche artisanale et améliorer les conditions du travail des pêcheurs et des marchands de poissons. Et c'est justement cet esprit-là qui anime la volonté de construire cet espace professionnel qui voit le jour grâce à l'INDH, avec un investissement de 3 900 000 dirhams. Je vous invite à présent à découvrir ou à redécouvrir la ville millénaire de Salé. Ses murailles, ses remparts et ses portes monumentales sont chargés d'histoire, des coins et des recoins qui ne laissent pas de marbre. Ils séduisent grâce à leur architecture imposante que le temps n'a pas altérée. C'est un reportage d'Imel Slaoui et de Edna El-Herrez sur un commentaire d'Oumaima Ramli. Regardez. Salé est une petite ville discrète qui respire l'histoire. Jumelles de Rabat, les deux villes sont séparées par le lent fleuve Bourgreg. Elles sont toutefois liées par l'imposant pont Hassan II. Salé est une cité millénaire formée d'un ensemble de remparts, de fortifications et de bastions. Des monuments classés historiques depuis 1914. Ces murailles qui ceinturent la ville la transforment en citadelle quasi imprenable depuis la période de la conquête islamique. Un imposant édifice d'une hauteur approximative de 5 km et qui s'étend sur 90 hectares. Bab el-Mressa est une composante majeure de cet édifice. Ancienne porte de l'arsenal maritime de la dynastie mérinide, elle abrite aujourd'hui des fabricants de tapis,
les sculpteurs et divers autres ateliers de l'artisanat. Nous sommes devant Bab el-Mrissa, un monument historique majeur. L'historien Mohamed Ibn Ali Dkali le considère dans son ouvrage El-Ithaf al-Wajiz comme une référence de l'artisanat. Il lui a dédié une partie de son ouvrage. Salé est le berceau des civilisations modernes. Elle recèle à travers ses multiples monuments historiques un riche patrimoine architectural séculaire. Sport et cette belle distinction pour le Maroc au Sénégal, la Marocaine Kautar Benguedari qui a remporté hier la médaille d'or lors de la 7e édition des championnats d'Afrique senior de Kung Fu Wushu. Son compatriote Quraish Abdelghani a décroché quant à lui la médaille d'argent. Cette compétition continentale sert de test de préparation pour l'équipe nationale en prévision du championnat mondial de Shanghai. Les 872 ans de Moscou est dignement célébré au sol avec plusieurs défilés et spectacles, mais également dans les airs. Plusieurs funambules ont parcouru 245 à 350 mètres au-dessus du vide. Le record mondial a été ainsi battu de 100 mètres. Les images, vous les voyez, sont impressionnantes et donnent, il faut le dire, le vertige. Un sacré défi brillamment relevé. C'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Moutenfouara ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.